French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, une émission produite par Ohio State et son centre d'excellence. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de poursuivre cette nouvelle saison de French Press avec le professeur Nicolas Valazza en partenariat avec le consulat de France à Chicago. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, vous êtes originaire de Suisse, vous obtenez en 2004 une licence en littérature française et italienne à l'Université de Genève, avant de poursuivre vos études doctorales à l'Université Johns Hopkins de Baltimore, études que vous achevez en 2009. Vous êtes aujourd'hui professeur des universités à Indiana Bloomington, où vous occupez également les fonctions de directeur des études de premier cycle. Vous êtes spécialiste de la littérature et de la poésie française du 19e siècle. Vos recherches portent notamment sur les liens entre littérature et peinture, la presse ainsi que les pratiques de la clandestinité. Vous êtes l'auteur de 3 ouvrages. Le premier, Crise de plume et souveraineté du pinceau en 2013, explore les œuvres de Proust et de Diderot en particulier et interroge la critique d'art classique en tant que genre littéraire. Votre deuxième livre, La poésie délivrée en 2018, analyse la situation singulière de la fin du XIXe siècle, lorsque le roman éclipse de plus en plus la poésie. Votre dernier livre, le voici, le livre enflammé, fiction et poétique de l'autodafé, est paru l'an dernier chez Hermann dans la belle collection Fiction pensante. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui dans French Press afin de discuter de cet essai. Alors commençons sans attendre et discutons, si vous voulez bien, ensemble de la poétique de l'autodafé. Vous écrivez en effet que l'autodafé, loin d'être seulement un geste destructeur, constitue aussi une poétique génératrice de textes et de sens. Comment peut-on concilier cette dimension créatrice avec la violence sacrificielle qui reste au cœur du geste? Et est-ce que ce paradoxe vous semble universel ou bien propre à ces grandes œuvres de la modernité que vous analysez dans votre essai? Alors, merci de m'accueillir. Dans mon essai, c'est le propos de mon essai, c'est de montrer le côté paradoxal de l'autodafé, de la fiction de l'autodafé, qui n'est pas un geste destructeur. Dans le premier roman, celui qu'on considère comme le premier roman de la modernité, Don Quichotte, la destruction de la bibliothèque de Don Quichotte, donc la destruction des romans de chevalerie de la bibliothèque de Don Quichotte, ce n'est pas une destruction réelle. Il n'y a aucun livre qui n'est brûlé car ce n'est que de la fiction, mais c'est précisément ce qui relance la fiction. Le censeur, le prêtre et le barbier brûlent les livres de Don Quichotte et lui disent que c'est un enchanteur qui a brûlé ces livres. C'est le geste génial de Cervantes à ce moment-là, ce qui ne fait que relancer l'enchantement, parce que à partir de là, Don Quichotte part à la poursuite de l'enchanteur, et c'est toute sa quête qui démarre à partir de là. Donc, paradoxe de l'autodafé, qui relance la fiction et qui produit plus qu'elle ne détruit. Oui, dans ce cas précis, c'est effectivement la destruction de la bibliothèque qui, d'une certaine manière, fait table rase et permet l'émergence du roman moderne. Exactement. Oui. Et ça, c'est un geste qu'on peut identifier en se penchant dans l'œuvre de Cervantes. Est-ce que c'est un geste caractéristique qui vous paraît se reproduire dans d'autres œuvres postérieures de la modernité? Alors, dans les œuvres que j'examine dans cet ouvrage, notamment l'œuvre de Victor Hugo, dans un sens assez large, en particulier 93, mais on retrouve cela aussi dans son œuvre poétique, dans des textes moins connus tels que L'âne, où justement ce paradoxe, mais aussi ce fantasme de la destruction du livre qui, pour l'auteur, est aussi une manière d'exorciser la
terreur que sa propre œuvre puisse être détruite, est productrice de texte, a une fonction poétique, justement. Donc, chez Victor Hugo, bien sûr, une œuvre océan qui repose en grande partie dans 93, mais déjà dans Notre-Dame de Paris, où il parle de la destruction de l'architecture médiévale. Donc Notre-Dame, la cathédrale de Notre-Dame en proie aux destructeurs, et se situera cela, le livre censé remplacer l'ancienne écriture architecturale, donc qui implique aussi cette poétique de l'autodafé. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Oui. Alors, justement, vous parlez de Hugo, vous avez évoqué notamment 93. Peut-on dire que Hugo, à travers la mise en scène de l'incendie qui est dépeint par 93, réfléchit à la fonction régénératrice du feu dans l'histoire? Alors, tout à fait. Je parlerai plutôt d'un mythe du feu régénérateur qui remonte au phénix, au mythe du phénix, mais qu'on retrouve aussi à travers l'alchimie et d'autres mythes. L'idée que le monde renaît de ses cendres, que le feu est nécessaire pour un nouveau départ, pour une renaissance. La question était plus spécifiquement sur 93. Voilà, sur 93. Donc, c'est un moment charnière. 93, bien sûr, c'est l'année de la terreur révolutionnaire, où Victor Hugo médite sur la terreur, mais il écrit ce roman en 1874, c'est-à-dire peu après la Commune de Paris, qui réactualise la terreur. Et donc, moment charnière pour la France, également, nouvel épisode de terreur avec la Commune, et nouveau départ, nouvelle République. Et à ce moment-là, Victor Hugo, justement, médite sur la terreur pour aussi... il hésite entre l'option politique et l'option plutôt poétique. Sur quoi pourra reposer cette nouvelle République, la Troisième République naissante? L'option politique d'Hugo mènera à une impasse. C'est pour ça qu'il choisit la voie de l'exil de nouveau pour écrire 93. Oui, c'est bien... c'est ce que j'ai essayé de montrer par rapport à ce roman. C'est plusieurs couches de l'histoire qui se superposent, donc remontant même au massacre de la Saint-Barthélemy, et donc une terreur qui est renouvelée, une table rase qui est renouvelée, des tables rases qui se superposent l'une à l'autre, notamment à travers des massacres, les épisodes les plus sanglants de l'histoire de France, depuis le massacre de la Saint-Barthélemy jusqu'à la Semaine sanglante, pour interroger de nouveau un nouveau départ, une nouvelle République. Qu'est-ce que cela peut, à quoi cela peut donner lieu sur le plan politique? Parce que ce que j'ai trouvé particulièrement réussi dans votre livre, c'est la capacité qui est la vôtre à prendre ce thème du livre enflammé, de l'autodafé, d'une certaine manière pour proposer une forme de relecture du 19e siècle, et en revisitant en particulier les œuvres majeures d'écrivains aussi divers que Hugo, on vient d'en parler, mais on va reparler bientôt de Rimbaud également, mais de Zola également. Donc vous revisitez les œuvres de ces écrivains majeurs à travers cette problématique que vous avez identifiée. Et précisément, pour revenir à Zola, il me semble que vous identifiez avec cette réflexion sur l'autodafé
ce qui est peut-être une dimension intrinsèque, caractéristique, centrale de l'imaginaire naturaliste, à savoir la tension entre la dénonciation et la séduction qu'exerce sur le lecteur, peut-être sur l'auteur également, le thème de la destruction. Oui, alors, c'est un Zola un peu méconnu, je dirais, qui a cette fascination pour le feu, pour les symboles, pour la symbolique, l'alchimie également, les pseudosciences. On associe souvent le naturalisme au positivisme, mais justement en oubliant que Zola a aussi des intérêts plus occultes. Qui sont d'ailleurs assez partagés à son époque. C'est l'époque de Huysmans également, de textes comme là-bas. Donc il y a tout ce courant occulte de la fin du 19e siècle, qui dialogue aussi avec un autre écrivain majeur de la période, c'est Balzac, qui a aussi cet intérêt pour Swedenborg et toute ce qu'on appellerait aujourd'hui ces sciences parallèles. Oui, alors Zola réfute ses influences, mais elle ne sous-tente pas moins son œuvre, comme j'ai essayé de le démontrer. D'ailleurs, voilà, le positivisme de Zola, basé sur des lois héréditaires qu'il extrapole souvent de la science de son époque, avec une tendance à la fiction, à l'extrapolation, comme je disais, assez grande. Et puis, cette fascination pour le feu, aussi, ce dernier roman, Le Docteur Pascal, où la matriarche de la famille détruit toute l'archive du Docteur Pascal, de son fils, donc une archive qui devait constituer la base documentaire des Rougon-Macquart, et que, de nouveau, dans le paradoxe, l'archive du Docteur Pascal est réduite en cendres, mais qu'est-ce qui reste? C'est les Rougon-Macquart, c'est le narrateur qui prend la place donc du personnage, de son alter ego médecin-personnage, le Docteur Pascal, et qui produit cette œuvre. Donc de nouveau, un geste destructeur qui permet... qui est la condition de possibilité de production d'une œuvre. Oui. De certaine manière, ça évoque également l'œuvre de Proust, l'idée de perdre son temps, d'avoir cette expérience de la durée, et au bout du roman, la condition de possibilité de l'écriture du roman est révélée au narrateur. Mais celui-ci est fini et d'une certaine manière ne fait que commencer. Oui, tout à fait. L'analogie me paraît tout à fait adéquate pour décrire... oui. Et vous venez d'évoquer le Docteur Pascal. Alors c'est effectivement peut-être une œuvre de Zola qu'on connaît moins. Ce motif de l'autodafé, il apparaît dans d'autres œuvres de Zola? Alors, en particulier... je dirais dans l'œuvre, le roman, l'œuvre de Zola à la peinture. Oui, à la peinture, oui. Claude Lantier, le peintre qui ne cesse de crever ses toiles, de détruire ses toiles, et avec un geste dans l'œuvre de Zola, donc le roman du peintre, le roman de l'œuvre, il y a aussi un romancier, Sandoz, qui est un autre alter ego de Zola, en plus de avant donc le Docteur Pascal, et Sandoz, donc le romancier qui réussit par opposition à son ancien camarade peintre qui échoue, et à la toute fin du roman, cette anecdote qui m'a interpellé, où le romancier, donc Sandoz, décide de brûler les tableaux, un tableau en particulier de son ancien camarade, Claude Lantier, comme le symbole de son échec, mais donc brûle le tableau. Donc, ce geste iconoclaste qui, de nouveau, dissimule
une tendance zolienne, fascination zolienne pour l'autodafé dans tout son aspect paradoxal. Et si je me rappelle bien, ça renvoie à un souvenir de lecture lointain, donc pardonnez-moi si c'est un souvenir inadéquat, mais Germinal finit aussi d'une manière similaire, n'est-ce pas? Il me semble me souvenir de cette vision de feu à l'horizon, n'est-ce pas? Qui sont à la fois les feux de la grève qui était destructrice, qui a donné lieu à des tensions sociales très vives, mais qui sont d'une certaine manière annonciatrices d'une révolution sociale. Il y a aussi ce motif, n'est-ce pas, qui clôt l'œuvre de Germinal. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, vous le qualifieriez aussi d'une forme d'allusion à ce motif de l'autodafé? Alors, Germinal est quand même j'y verrais plutôt le feu de l'espoir. Il y a un côté... qu'on même trouve dans le nom lui-même, n'est-ce pas, Germinal, hein, tout à fait. C'est le mois d'été, de la promesse. Tout à fait, mais toujours avec cette ambivalence donc du feu destructeur qui pourrait être régénérateur, le feu de la révolution. Alors, en particulier en ce qui concerne donc le docteur Pascal, mais je songe également à la débâcle, oui. Comme Victor Hugo, Zola réfléchit à la Commune de Paris. Et contrairement à Victor Hugo, Zola est un anticommunard assez farouche pour son époque. C'est un aspect de sa biographie qu'on occulte volontiers, mais il y a des textes de Zola sur la commune, sur ce que l'on devrait faire avec les communards à l'issue de la commune qui sont atroces. Par exemple, il dit qu'il faudrait utiliser le pétrole utilisé saisi chez les communards pour brûler tous les cadavres et ne laisser aucune trace de ce massacre à l'issue de la semaine sanglante. Il aura des propos plus mesurés par la suite, mais en tout cas, voilà, comme beaucoup de ses confrères écrivains, a justement une position très, très dure contre la commune. Donc, de nouveau, ce thème traverse l'œuvre de Zola dans toute son ambivalence, destructrice et créatrice, régénératrice. Oui. Alors, parlons peut-être d'un autre auteur sur lequel vous vous penchez dans le livre Enflammé. C'est Rimbaud. Rimbaud dont vous rappelez qu'à la fin de sa vie, il écrit une lettre restée fameuse à Démeny sur la question du destin, du sort à réserver à ses poèmes. Et en effet, Rimbaud ordonne à son ami de brûler ses textes, ce que d'ailleurs fera aussi, quelques décennies plus tard, Kafka. Il y a aussi cet ordre donné également à un ami de détruire sa production littéraire. Alors pensez-vous que justement cet ordre a participé à la création du mythe qui s'est rapidement édifié autour de la personne de Rimbaud après sa disparition? Et pensez-vous que ce mythe où destruction et illumination se confondent continue de former notre compréhension moderne de ce que sont la poésie et le rôle moderne du poète? Alors, j'ai peut-être plus de mal à parler des tendances actuelles de la poésie, qui sont très variées d'ailleurs, et très riches, mais aussi très variées. C'est une tendance, en tout cas, qui a traversé l'avant-garde poétique de des premières décennies du XXe siècle, et qui se sont poursuivis par la suite et qui participent de ce que Etiamble a parlé, le mythe de Rimbaud. Donc, c'est par la destruction comme acte poétique par excellence, la nécessité de faire table rase, de détruire. Et Rimbaud est une référence incontournable, souvent occultée de nouveau, mais bien présente dans plusieurs poétiques d'avant-garde, que ce soit le futurisme, le surréalisme.
et ainsi de suite. Alors, oui, je parle de mythe, enfin, ce n'est pas moi qui parle de mythe, je reprends le terme d'Étiamble, le mythe de Rimbaud, qui a nourri, en effet, la critique rimbaldienne jusqu'à l'heure actuelle, l'idée que c'est par la destruction, la création ne peut prendre place qu'à travers la destruction. L'idée, par exemple, que Rimbaud aurait brûlé tous les exemplaires d'une saison en enfer, ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'on a retrouvé les exemplaires par la suite. C'est un mythe producteur, générateur de textes qui participe de nouveau de ce paradoxe. L'on fait table rase, le geste futuriste par excellence, brûlons les bibliothèques, détruisons les musées, alors que Marinetti, qui a écrit le manifeste du futurisme, n'a cessé de publier des livres toute sa vie, et donc de nouveau, il incarne d'une certaine manière ce paradoxe. À la suite de Rimbaud. Très bien, je vais donner la parole à Mason Reed qui a également préparé des questions sur le livre Enflammé. Ok, merci à professeur Hoffman et merci encore à professeur Blatza de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette discussion de votre livre, le livre Enflammé, que j'ai trouvé un livre très édifiant et très profond. Et en lisant, j'ai beaucoup appris, donc je suis aussi content d'avoir l'occasion de vous poser quelques questions sur le livre. Et la première question que je voulais vous poser, ça traite un thème que j'ai remarqué en lisant, c'est le thème de cycle. Et par exemple, vous expliquez que brûler un livre, par exemple, ça, c'est quelque chose qui détruit la connaissance, mais en même temps, une nouvelle connaissance naît du feu dont le spectacle inspire d'autres œuvres. Donc pour moi, j'ai vu ça comme un exemple d'un cycle, de la perte et la retrouvaille de connaissances comme la mort et la naissance. Et j'avoue que je suis chimiste. Moi, donc, chez les chimistes, on s'intéresse beaucoup au cycle, donc peut-être que c'était mon expérience personnelle qui a influencé ma lecture, mais c'était quand même un aspect de votre livre que j'ai trouvé très artistique et qui m'a vraiment intrigué. Donc je me demandais si vous pouvez parler un petit peu de la manière dont vous vous êtes exprimé artistiquement en écrivant le livre Enflammé, alors qu'il s'agit d'un ouvrage académique et non d'un livre artistique à proprement parler. Alors, je n'ai aucune prétention artistique. Non, je ne suis pas d'accord. C'est trop généreux. Donc, j'ai essayé de m'en tenir à un point de vue critique aussi bien que je pouvais. Alors, c'est un aspect qui m'a intéressé. Donc, l'idée du cycle, de la régénération par le feu, le mythe du phénix, qui est essentiellement un mythe. Alors que dans la réalité, lorsqu'il y a le feu, il y a destruction. Il y a destruction et il n'y a plus rien. Il faut reconstruire et il faut reconstruire avec autre chose. Donc c'est un peu cette tension qui m'intéressait entre le mythe du phénix, de la régénération, de la nouvelle naissance, qui est justement la fiction, le mythe de l'autodafé, la fiction de l'autodafé, mais qui est en tension avec le sacrifice réel, oui, avec l'Holocauste, dans le sens étymologique de sacrifice, où il y a véritablement destruction. Alors, je suis content que vous avez mentionné l'étymologie parce que c'était en fait le sujet de ma prochaine question en parlant un peu plus de la nature académique de votre livre.
Mais je suis pas d'accord que c'est pas artistique. Moi, je l'ai trouvé artistique, même si c'était pas nécessairement intentionnel. C'était quelque chose que j'ai apprécié quand même. Mais pour parler de l'étymologie, c'était quelque chose que j'ai remarqué en lisant. C'était que vous discutez souvent des origines du mot et de certains termes. Et dès l'introduction, par exemple, du livre, vous définissez l'étymologie du mot autodafé, qui signifie acte de foi. Et pour moi, ce mot foi a particulièrement marqué ma lecture. Et en fait, en lisant, je me suis souvent demandé si l'idée de brûler un livre n'est pas inextricablement liée à la religion ou au fanatisme religieux. Et bien sûr que la discussion de la religion n'est pas un aspect mineur de votre livre, mais je me demande si vous pouvez parler un peu si vous pensez qu'il soit possible de séparer ces deux aspects, de séparer l'acte de brûler un livre de la religion ou du fanatisme religieux. Et est-ce que vous croyez que ce lien se transforme maintenant dans la société actuelle? Oui, alors merci, très bonne question. En fait, non, je crois que c'est inséparable. Oui, toutes les connotations qui sont liées au rituel de brûler, donc brûler rituellement quelque chose, l'autodafé a une implication religieuse, plus ou moins explicite, plus ou moins révélée, mais je m'en suis rendu compte au cours de mes lectures que c'est indissociable de la religion. Alors j'abuse en effet un peu des étymologies, c'est une passion que j'ai, l'histoire des mots, mais bon, on sait que les étymologies ne sont pas logiques très souvent, mais souvent sont poétiques, sont créatrices, sont génératrices de sens, donc j'en abuse un peu, mais là, pour le coup, autodafé, donc c'est un terme qui est apparu au XVIe siècle, au Portugal et en Espagne, Portugal avec l'Inquisition, donc acte de foi, donc le fait de brûler des livres, mais aussi brûler des personnes, brûler la personne de l'hérétique comme un acte de foi, donc religieux, en remontant dans la préhistoire de l'autodafé, je me suis rendu compte que l'on trouve déjà cet acte chez Platon, qui, à un moment donné, selon Plutarque, aurait brûlé ses tragédies après avoir entendu parler Socrate. Et donc cette conversion de la poésie à la philosophie, du mythos au logos, chez Platon, qui devrait être un acte rationnel, justement, suivre, mener une vie selon la raison pour Socrate, mais qui est basé aussi, et c'est ce que je soutiens, sur un acte de foi. La foi en une nouvelle parole, la parole de Socrate. Et d'ailleurs, voilà, Socrate qui promet une vie au-delà dans le monde des idées et qui parle aussi de promesses avant sa mort, notamment dans le Phédon. Donc, une certaine perspective eschatologique de vie après la mort, de vie dans le monde des idées après la mort, qui est aussi une promesse religieuse. Donc j'ai retrouvé un acte de foi aussi à ce niveau-là. Oui, merci, c'était très intéressant. Comme j'ai dit, c'était une des questions principales à la tête quand je lisais. Et juste pour conclure mes questions pour aujourd'hui, pour passer de l'histoire à aujourd'hui, en fait,
Je vais parler un peu de quelque chose que j'ai vu récemment, que vous avez évoqué dans la presse, une situation concernant votre université en Indiana. Et juste pour résumer, il y a une loi qui vise à supprimer plusieurs parcours académiques, y compris les langues étrangères. Donc, à mon avis, une question que je trouve très importante à ce moment, c'est face à cette hostilité envers les sciences humaines, quelle est, selon vous, l'importance d'un livre comme le livre Enflammé dans ce contexte actuel d'aujourd'hui? Alors, je n'ai aucune prétention de sauver les humanités, même ça pourrait jouer des tours, ça pourrait être contre-productif de parler de cela à l'époque actuelle. Je n'ai pas de solution. Parce que les interlocuteurs au niveau politique, mais aussi au niveau de l'administration de l'université, ne nous entendent pas nécessairement et n'écoutent pas les étudiants, ont la prétention de parler au nom des étudiants en disant qu'ils savent mieux que ce qui est bon pour leur avenir, c'est-à-dire des métiers techniques et pratiques, et surtout qu'ils réfléchissent le moins possible pour continuer à faire marcher l'économie. Justement, tous ces sujets sont d'actualité, malheureusement, y compris l'autodafé, la censure, la liberté d'expression, plus que jamais ici aux États-Unis. Et je dirais que j'ai néanmoins foi en la nouvelle génération, la génération de nos étudiants qui montrent un intérêt pour nos enseignements dans les humanités, un intérêt pour la philosophie, un intérêt pour la littérature, un intérêt pour l'histoire, au-delà de l'histoire officielle, et donc un intérêt qui devient aussi une forme de résistance à la pensée actuelle. Alors, tout par l'intelligence artificielle, quand je parle à mes étudiants, non, ils veulent réfléchir par eux-mêmes, ils ne veulent pas que les machines pensent pour elles. Donc, je dirais que je suis peut-être un peu pessimiste dans l'immédiat en raison de la fermeture prochaine peut-être de notre département ou de la fusion de notre département de littérature française avec d'autres départements, mais confiant dans l'avenir de cette génération. Ça, c'est peut-être un acte de foi, d'une certaine manière, voilà, qui remplace celui dont il est question dans votre livre. Alors, merci infiniment d'avoir été avec nous pour évoquer votre ouvrage, le livre Enflammé, fiction et poétique de l'autodafé, paru aux éditions Hermann. Merci infiniment. Nous reviendrons très bientôt avec un nouvel entretien avec la philosophe Manon Garcia, qui viendra nous parler de son essai récemment paru aux éditions Flammarion, Vivre avec les hommes, les réflexions qu'elle a menées sur le terrible procès Pellico, dont elle était l'une des témoins. Alors merci infiniment. En attendant cette nouvelle rencontre, n'hésitez pas à regarder nos précédents entretiens sur les différents réseaux sociaux de French Press, ainsi que sur le site de la Villa Albertine, le site des services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis. À très bientôt pour de nouveaux rendez-vous avec French Press.